Qu'est-ce qui se passe dans les ordres professionnels, dans les universités, les écoles, les grandes entreprises, les ministères? Qu'est-ce qui se passe quand on entend puis on voit des professionnels vivre de la détresse, trouver que ça va trop loin, nous exprimer que c'est plus possible, puis qu'ils pensent à quitter les institutions dans lesquelles ils sont? Et certains d'entre eux prennent une décision qui est, de mettre un terme à leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est rendu? Je parlais avec, Daniel Dargy, qui est ingénieur et qui a proposé l'Union des professionnels du Québec. C'est un endroit où les professionnels peuvent être entendus. Ils peuvent se confier, faire des témoignages, sur leurs expériences dans leur milieu de travail. Puis, si vous allez sur le site, j'ai mis le lien là, dans la description de la vidéo, vous allez voir plusieurs témoignages et articles aussi sur le vécu des professionnels et gens de métier depuis un certain temps, puis qui est peut-être plus évident ces années-ci. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, il y a Marie-Josée Noël, qui est une personne qui a une formation en éthique et qui travaille pour Revenu Québec. Ça a apparu dans les médias. Et elle explique qu'elle a découvert que ses patrons ne respectaient pas les règles éthiques ou du moins se comportaient d'une manière inverse aux règles qui étaient imposées aux employés. Puis elle a dénoncé ça. Et elle s'est faite mettre à la porte et en s'exprimant publiquement, elle a peur des représailles. Vous avez vu aussi ou entendu parler de Patrick Provost, qui est un professeur à l'Université de Laval et qui a partagé son opinion au sujet de la vaccination des enfants, opinion qui est basée sur ses compétences et ses recherches et qui a été suspendue par l'université. On entend ce que j'appelle des acteurs médiatiques intervenir à la télévision et dans les journaux, qui sont des professionnels, des scientifiques qui s'expriment. Et pourquoi j'appelle ça des acteurs médiatiques? C'est qu'ils ont un lien d'emploi avec les médias. Ils s'expriment en soutenant le narratif du gouvernement. Et à côté de ça, il y a des professionnels, des scientifiques qui sont censurés, qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Et quand dans les médias, on parle de la science, il faut savoir qu'en science, il y a autant d'études, par exemple, qui vont aboutir à une conclusion que d'autres études qui vont aboutir à la conclusion inverse. Donc, quand on dit que c'est la science, il faut savoir que la science, c'est d'utiliser une diversité d'opinions, de points de vue, d'angles qui nous permet de mieux comprendre certains phénomènes. Et il n'y a donc pas consensus en ce moment sur le plan scientifique parce que d'un côté, il y a des acteurs médiatiques qui ont la permission de s'exprimer, puis d'un autre côté, il y a d'autres scientifiques professionnels de haut niveau qui sont censurés. J'entendais le témoignage rapporté d'une personne qui venait de terminer sa formation universitaire, qui, qui avait adhéré à un ordre professionnel et qui avait vécu un processus tellement lourd, tellement difficile dans son ordre professionnel qu'il trouvait que c'était maintenant mieux pour lui de travailler dans une grande surface. Il se sentait plus libre dans une grande surface. C'est vraiment à se poser des questions parce que quand une personne est formée et a développé une compétence et des connaissances,
ben, dans la tête de cette personne, du moins de certaines personnes, ses connaissances et ses compétences devraient être utiles pour la population en général, devraient permettre à éclairer les décisions qu'on prend. Je reviens aux ordres professionnels. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, comme vous le savez peut-être, ces ordres sont mis en place pour, dit-on, protéger la population. Pour les professionnels eux-mêmes, dans certains domaines, on va développer des associations pour que les professionnels puissent se soutenir, s'entraider, parce que les ordres ne sont pas là pour eux. Mais c'est à se demander si en ce moment, ça ne va pas trop loin dans cette protection du public parce que les processus d'évaluation et d'inspection sont vécus, bon, pour la plupart des professionnels, sont vécus de façon très, très, on va dire que ces gens-là sont très tendus lorsqu'ils se savent inspecter ou évaluer parce que leurs collègues qui sont dans cette instance administrative, donc ces groupes qui font partie de l'administration d'un ordre, bien, ces groupes ont le pouvoir de les sanctionner et même de les radier. Alors, imaginez la situation, vous avez d'un côté des collègues qui ont un rôle, un statut, une fonction, de sanctionner d'autres collègues et ben, qui ont le pouvoir de faire en sorte que cette personne-là, elle doit cesser de travailler, elle doit cesser de gagner sa vie, d'avoir un revenu pour, euh, pour, pour, euh, pour cette personne et pour sa famille. Ce qui cause parfois, qui cause cette détresse qui est vécue par les professionnels. Alors qu'un ordre professionnel pourrait faire vivre ce processus d'évaluation et d'inspection autrement, dans des conditions qui sont favorables au développement des compétences ou à l'amélioration euh, du service qui est rendu. Mais ça ne semble pas se passer comme ça. Ça devrait. J'ai lu des textes au sujet de l'évaluation et de l'inspection professionnelle et la manière dont c'est présenté, ça a l'air très bienveillant. C'est fait pour s'améliorer, mais ce que certains professionnels ont vécu, surtout dernièrement, des professionnels qui ont voulu exprimer leur opinion, bien, ils ont été avertis. Une opinion qui allait à l'encontre du narratif de la santé publique, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est possible que ces instances-là s'arrêtent un moment, réfléchissent et se posent la question comment on peut être plus au service de la population et des professionnels en les accompagnant plutôt qu'en les sanctionnant? J'entendais un professionnel dire que c'est une personne qui a beaucoup d'expérience et qui a été évalué et on lui a imposé de limiter sa pratique, de retourner sur les bancs d'école. Et quand ce professionnel a proposé, est-ce que je ne peux pas continuer à travailler puis faire en sorte que mes dossiers soient suivis, évalués par un collègue que vous allez décider, par exemple, vous allez nommer. Est-ce que ce n'est pas possible de pouvoir continuer à travailler? Bien, son ordre professionnel a refusé. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quoi penser de tout ça? J'ai entendu aussi un dentiste me confier que cette année, il y a des règles tellement exigeantes imposées aux cliniques dentaires que plusieurs dentistes du Québec vont décider de vendre à une firme américaine parce que ces exigences-là sont onéreuses et font en sorte qu'ils ne peuvent plus survivre. Et vont choisir donc de vendre la clinique, mais être au service
de firmes américaines. Puis c'est dommage parce qu'on peut éprouver une fierté d'avoir développé sa propre clinique. Puis dans une province ou dans un pays, on peut être fier aussi que ce soit des services rendus par nos concitoyens qui sont propriétaires de leur business. Je pensais aux assurances aussi qui me semblent avoir un rôle à jouer dans tout ça. Je vous explique pourquoi. Si je me fie à ce que je connais, qui est le domaine de la psychologie, quand on a fini nos études universitaires et qu'on veut porter le titre de psychologue, on doit adhérer à l'ordre des psychologues, c'est-à-dire qu'on doit payer notre adhésion annuelle. Et dans ce cas-là, les clients qu'on rencontre peuvent être remboursés par les assurances. Si on se retire de l'ordre, on n'a plus le droit de porter le titre de psychologue et on risque de perdre une partie de notre clientèle. Parce que les assurances vont rembourser seulement lorsqu'une personne a un titre professionnel et fait partie d'un ordre aussi. Les assurances ont aussi un effet sur le coût élevé des services rendus. C'est comme un cercle vicieux dans lequel on est en ce moment, qui profite à qui? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai l'impression que plus ça va, plus on est en train de assister à une culture de surveillance et de contrôle dans les institutions qui crée de la méfiance entre les membres de l'institution et ceux qui ont le privilège d'avoir un statut de supériorité, d'autorité sur les membres. Puis ça me fait penser aux universités, il se passe à peu près la même chose, mais il se passe aussi ça entre les étudiants et les professeurs. Je me rappelle que lorsque j'étais professeure, il y a une étudiante qui avait osé critiquer un professeur publiquement. Et on a vu l'Assemblée des professeurs se réunir, monter un dossier contre elle. Et ce dossier qui avait été monté rapportait des propos de cette étudiante-là de manière décontextualisée, mais ce dossier a conduit à l'exclusion de l'étudiante du programme de doctorat. Et j'avais dit à mes collègues à ce moment-là, mes collègues professeurs, coudonc, vous n'avez pas, vous, quand vous étiez étudiante, critiqué des professeurs? Puis est-ce que le fait d'avoir critiqué des professeurs a conduit au fait d'être exclu d'un programme? Ça va pas un peu trop loin, cette surveillance, cette méfiance, ce contrôle? J'ai l'impression qu'on se retrouve devant un choix en ce moment. Soit on continue d'aller de l'avant dans cette surveillance, puis là, on ne sait plus pour qui on travaille. Est-ce qu'on travaille vraiment pour le public alors qu'on empêche des gens qui ont des connaissances et des compétences de parler et d'agir, de travailler? Alors qu'on manque de professionnels, on manque de soignants dans un système de santé où rien ne va plus. Il y a même des immigrants qui ont une formation et parfois une expérience de longue date qui se retrouvent ici à subir un processus d'évaluation et de formation qui est tellement lourd qu'ils doivent choisir de devenir chauffeurs de taxi. On manque de personnel. Et puis, il y a des gens qui sont nos concitoyens qui ont été formés ici, qui décident d'aller travailler ailleurs où c'est plus libre. Une liberté qui va avec la compétence que tu as acquise. Donc, est-ce qu'on choisit cette voie-là ou est-ce qu'on repense nos institutions pour faire en sorte qu'il y a de meilleures relations, des relations qui sont basées sur la confiance? Ou est-ce que si ça, c'est pas possible de remettre en question ces institutions-là, est-ce qu'on va se retrouver avec des gens qui sortent du système parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils n'y croient plus et qui décident d'offrir leurs services à la population? Alors, j'ai imaginé de petites collectivités
qui sont basées sur les compétences, les talents de chacun, mais sans ces structures très complexes, très lourdes d'un grand système. Donc, quelqu'un qui, par exemple, offre ses services à un tarif le moins élevé possible, qui permet aux gens qui bénéficient de ces services-là de moins travailler, par exemple, parce que ça coûte moins cher. Et parce qu'ils travaillent moins, bien, ils retrouvent du temps pour aider les uns et les autres. Quand, par exemple, une personne vit un pépin, cette petite collectivité peut l'aider à reconstruire une maison qui a été frappée par la foudre, par exemple, ou à aider des gens qui vivent une dépression, les aider à gérer leur famille, à être présent quand cette personne est hospitalisée, par exemple. Alors, est-ce que de petites collectivités qui offrent un service sans cette lourdeur académique peuvent pas être plus efficaces, plus productives et certainement plus bienveillantes? Et puis, bon, l'assurance de la qualité des services. Est-ce que dans les petites collectivités, ça se fait pas de façon toute naturelle? Quand j'offre un service à une personne qui est satisfaite, elle va en parler à d'autres personnes et c'est de même que je vais faire ma réputation. Et si je rends un service qui est pas apprécié et que je reçois un feedback direct de cette personne, peut-être que je peux m'améliorer plutôt qu'être sanctionné puis être empêché de travailler. Alors, on a en ce moment des gens qui aiment leur travail, qui ont une passion pour leur travail et leurs clients, mais qui sont détruits par le système. Alors, je nous invite à réfléchir à ça. Puis je ne sais pas ce que vous pensez de ce que j'aborde aujourd'hui, puis je sais que c'est délicat. Parce que quand on s'affirme publiquement, puis qu'on pose des questions, ben on se fait rentrer dedans parfois. Mais je pense que si une personne le fait avec confiance, avec ouverture d'esprit, avec dans une invitation à réfléchir ensemble, ben ça encourage peut-être d'autres à parler. Alors, je vous invite, si vous voulez, à partager des commentaires sous cette vidéo pour connaître votre point de vue, pour que votre point de vue puisse éclairer d'autres personnes. Et j'espère que si vous êtes un professionnel ou une personne qui a un métier, que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui vous écoutent et avec lesquels vous pouvez commencer à penser à des alternatives pour mieux vivre, puis que les autres puissent profiter de vos compétences, de vos talents, de vos connaissances. Merci à toutes les personnes qui se sont exprimées jusqu'à maintenant. Merci à vous si vous le faites.